7 hommes sont morts dans les bras de la même femme. 7 cercueils portant des blasons différents ont été descendus dans la crypte du château de Fontaine-le-Comte, en Poitou. Et pourtant, officiellement, la comtesse Isabelle Charlotte de Polignac n'a jamais existé. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous allez découvrir pourrait bien remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les archives de l'Ancien Régime. Il était une fois, dans les brumes de l'histoire française, une femme dont le nom fut effacé avec tant de soin que même les généalogistes les plus méticuleux ne trouvent aujourd'hui aucune trace de son existence. Et pourtant, dans les caves poussiéreuses du château de Fontaine-le-Comte, près de Poitiers, reposent 7 cercueils de plomb gravés de blasons nobles. 7 hommes qui eurent tous, selon les rares témoignages qui subsistent, le même destin tragique, mourir dans les bras de leur épouse, la mystérieuse comtesse de Polignac. Nous sommes au cœur du XVIIIe siècle, dans cette France pré-révolutionnaire où les alliances matrimoniales dessinent la carte du pouvoir, plus sûrement que les frontières royales. Le Poitou, région de bocage et de châteaux, abrite alors une noblesse ancienne, celle des lignées qui plongent leurs racines dans les croisades et les guerres de 100 ans. Ces familles, riches de leurs terres et de leurs privilèges, vivent dans un monde codifié où chaque mariage est un calcul, chaque union une stratégie. Le château de Fontaine-le-Comte se dresse au milieu de cette aristocratie terrienne. Construit au XVIe siècle sur les fondations d'une ancienne commanderie templière, il présente cette architecture massive caractéristique des demeures seigneuriales du Poitou. Ses murs de pierre blonde, percés de hautes fenêtres à meneaux, semblent avoir été conçus pour résister aux siècles et aux secrets. Les jardins à la française, dessinés selon les règles de le nôtre, s'étendent sur plusieurs hectares, ponctués de bosquets et de bassins où se reflètent les tours rondes du château. C'est dans cette demeure que vécut, dit-on, Isabelle Charlotte de Polignac, née en 1723, selon les quelques documents fragmentaires retrouvés dans les archives départementales. Fille unique d'Armand Louis de Polignac, comte de Fontaine-le-Comte, elle hérita à sa majorité d'un domaine considérable et d'une fortune qui en faisait l'un des plus beaux partis du royaume. Les chroniques de l'époque, celles qui n'ont pas disparu, la décrivent comme une femme d'une beauté saisissante, aux cheveux d'un blond vénitien et aux yeux d'un bleu si pâle qu'il semblait transparent. Mais c'est surtout son intelligence et sa culture qui impressionnaient les salons parisiens qu'elle fréquentait lors de ses séjours à la capitale. Élevée par des précepteurs jésuites, puis par des gouvernantes venues de Versailles, Isabelle Charlotte parlait couramment le latin, l'italien et l'allemand. Elle s'intéressait aux sciences naturelles, passion rare pour une femme de son époque, et entretenait une correspondance suivie avec les philosophes des Lumières. Voltaire lui-même aurait échangé plusieurs lettres avec elle, bien que ces documents aient mystérieusement disparu des collections de la Bibliothèque nationale. Au château de Fontaine-le-Comte, la jeune comtesse tenait un salon littéraire réputé. Les plus grands esprits du temps s'y retrouvaient pour débattre des idées nouvelles qui agitaient l'Europe. Diderot y serait venu, ainsi que d'Alembert et même, selon certains témoignages, le mystérieux comte de Saint-Germain. Ces réunions, qui se tenaient dans la grande bibliothèque du château, attiraient autant par la qualité des discussions que par le raffinement de leur hôtesse, car Isabelle Charlotte possédait cette grâce particulière aux femmes de haute naissance qui ont reçu une éducation parfaite. Elle savait recevoir avec un art consommé, mêlant l'étiquette de Versailles à une simplicité qui mettait ses invités à l'aise. Ses toilettes, commandées aux meilleurs faiseurs de Paris, faisaient l'admiration de la cour lorsqu'elle s'y rendait. Mais c'était surtout sa conversation qui charmait. Spirituelle sans être mordante, cultivée sans être pédante, elle possédait ce don rare de faire briller ses interlocuteurs tout en gardant une retenue aristocratique qui ajoutait à son mystère. Le premier mariage d'Isabelle Charlotte de Polignac fut célébré en 1745, alors qu'elle venait d'atteindre ses 22 ans. L'époux choisi, Charles-Auguste de Montmorency-Laval,
appartenait à l'une des plus anciennes familles du royaume. Ce mariage, arrangé par les familles selon les usages de l'époque, promettait d'unir deux fortunes considérables et de consolider l'influence des Polignac dans la haute noblesse. La cérémonie eut lieu dans la chapelle du château de Fontaine-le-Comte, en présence de tout ce que la région comptait de notable. L'évêque de Poitiers en personne bénit cette union que chacun s'accordait à trouver parfaitement assortie. Charles-Auguste, âgé de 28 ans, était réputé pour son esprit et sa bravoure. Ancien officier dans les dragons du roi, il avait participé aux campagnes de Fontenoy et s'était distingué par sa conduite au feu. Grand, élégant, doté d'une prestance naturelle, il semblait être l'époux idéal pour une femme de la qualité d'Isabelle Charlotte. Les premiers mois de leur mariage furent, selon tous les témoignages, parfaitement heureux. Le jeune couple divisait son temps entre le château de Fontaine-le-Comte et l'hôtel particulier des Montmorency-Laval, rue Saint-Dominique à Paris. Il donnait des fêtes somptueuses, patronnait les arts et semblait incarner l'idéal de la noblesse éclairée de leur époque. Charles-Auguste s'intéressait aux innovations agricoles et modernisait les méthodes d'exploitation des domaines familiaux, tandis qu'Isabelle Charlotte poursuivait ses activités littéraires et scientifiques. Pourtant, au bout de 18 mois exactement après leur mariage, Charles-Auguste de Montmorency-Laval mourut subitement. C'était par une froide soirée de février 1747. Le couple avait passé la journée à chasser dans les bois entourant le château. Au retour, Charles-Auguste se plaignit de violents maux de tête et d'une fatigue inhabituelle. Isabelle Charlotte le fit aussitôt coucher et appela le médecin de famille, un certain docteur Rousseau, praticien réputé de Poitiers. Mais l'état du jeune homme empira rapidement. Il fut pris de fièvres intenses, alternant avec des frissons qui l'agitaient de tremblements incontrôlables. Ses yeux se voilèrent, sa respiration devint laborieuse. Isabelle Charlotte ne quitta pas son chevet, lui prodiguant les soins les plus attentifs, épongeant son front brûlant, lui faisant boire des tisanes préparées selon les recettes de l'apothicaire du château. Le docteur Rousseau, appelé en urgence, diagnostiqua une fièvre maligne, ces affections mystérieuses qui pouvaient terrasser un homme en pleine santé en quelques heures. Il prescrivit des saignées et des purges, selon les méthodes de l'époque, mais rien n'y fit. Charles-Auguste sombrait peu à peu dans un délire où il appelait sa femme d'une voix de plus en plus faible. C'est dans les bras d'Isabelle Charlotte, au petit matin du 3e jour, que Charles-Auguste de Montmorency-Laval rendit son dernier souffle. Les domestiques qui se trouvaient dans la chambre rapportèrent plus tard la scène déchirante. La jeune comtesse, penchée sur son époux, lui murmurait des mots de tendresse jusqu'à ce que le silence s'installât définitivement. Son chagrin parut si sincère, si profond, que personne n'eut l'idée de questionner les circonstances de cette mort. L'autopsie, pratiquée selon les usages par le chirurgien de Poitiers, révéla des organes congestionnés caractéristiques d'une forte fièvre. Aucune trace de poison, aucun signe de violence. Charles-Auguste de Montmorency-Laval fut officiellement déclaré mort de fièvre maligne, et son corps fut inhumé dans la crypte du château de Fontaine-le-Comte, dans un cercueil de plomb aux armes des Montmorency-Laval. Isabelle Charlotte porta le deuil selon les règles strictes de son époque. Vêtue de noir de la tête aux pieds, elle se retira du monde pendant une année entière, ne recevant que sa famille proche et refusant toute invitation. Sa douleur semblait si genuine que même les esprits les plus soupçonneux de la région ne trouvaient rien à redire à sa conduite. Elle fit dire des messes pour le repos de l'âme de son époux, fonda une bourse pour les étudiants pauvres du collège de Poitiers et entreprit de faire graver sur la tombe de Charles-Auguste une épitaphe qui témoignait de son amour et de sa perte. 18 mois s'écoulèrent dans cette retraite douloureuse, puis peu à peu, Isabelle Charlotte recommença à paraître dans le monde. Sa beauté, loin d'être altérée par le chagrin, semblait avoir gagné en profondeur. Il y avait maintenant dans son regard cette mélancolie qui sied si bien aux jeunes veuves et qui ajoute à leur charme un mystère troublant. Les prétendants ne tardèrent pas à se manifester.
C'est ainsi qu'en 1749, soit exactement 2 ans après la mort de son premier époux, Isabelle Charlotte épousa en secondes noces Henri-François de Rohan-Chabot. Cette alliance avec l'une des plus illustres maisons ducales de France fut saluée comme un événement majeur dans les cercles aristocratiques. Le duc de Rohan-Chabot, âgé de 35 ans, était un homme de cour accompli, favori du roi Louis XV et familier de Madame de Pompadour. Bel homme aux manières raffinées, Henri-François possédait cette élégance naturelle des grands seigneurs habitués au faste de Versailles. Il parlait plusieurs langues, s'y entendait en musique et en peinture, collectionnait les objets d'art venus d'Orient. Son mariage avec la comtesse de Polignac lui apportait non seulement une épouse belle et cultivée, mais aussi l'alliance avec une fortune considérable qui lui permettrait de soutenir son rang à la cour. La cérémonie, cette fois, se déroula dans la chapelle du château de Versailles, en présence du roi lui-même, qui avait accordé cette faveur exceptionnelle au duc de Rohan-Chabot. Isabelle Charlotte, vêtue d'une robe de soie blanche brodée de fils d'argent, était resplendissante. Les chroniqueurs de l'époque notèrent sa grâce parfaite et la dignité avec laquelle elle reçut les hommages de la cour. Le nouveau couple s'installa dans les appartements ducaux du château de Rohan, en Bretagne, tout en gardant pied-à-terre à Paris et en Poitou. Il menait une existence brillante, participant à toutes les fêtes de Versailles, patronnant les artistes, recevant la fine fleur de la société de leur temps. Henri-François semblait profondément épris de sa jeune épouse, et celle-ci paraissait avoir retrouvé le bonheur après les épreuves de son premier veuvage. Pourtant, au bout de 20 mois exactement de mariage, un délai troublant dans sa similitude avec le premier mariage, Henri-François de Rohan-Chabot fut à son tour emporté par une maladie aussi soudaine que mystérieuse. Cela se passa au château de Rohan par une nuit d'octobre 1751. Le duc revenait d'une partie de chasse dans les Landes bretonnes. Il se plaignit d'abord de nausées, puis de violentes douleurs au ventre. Le mal progressa avec une rapidité foudroyante. Henri-François fut pris de vomissements incoercibles, de crampes qui le pliaient en deux, d'une soif ardente que rien ne pouvait étancher. Les médecins appelés d'urgence depuis Rennes parlèrent d'un flux de ventre malin, de ces dysenteries mortelles qui pouvaient résulter d'une mauvaise alimentation ou d'une eau corrompue. Mais le plus troublant, c'est que les symptômes rappelaient étrangement, selon les témoins, ceux qui avaient emporté Charles-Auguste de Montmorency-Laval. Même progression foudroyante, même alternance de fièvre et de frissons, même délire final. Et comme la première fois, c'est dans les bras de sa femme que Henri-François rendit son dernier souffle, après avoir murmuré des paroles d'amour que seule Isabelle Charlotte put entendre. La comtesse manifesta une douleur qui parut à tous sincère et profonde. Elle fit transporter le corps de son second époux dans la crypte du château de Fontaine-le-Comte, où il rejoignit dans un cercueil de plomb aux armes des Rohan-Chabot, celui qui l'avait précédé dans le cœur d'Isabelle Charlotte. Elle reprit le deuil avec la même rigueur qu'après son premier veuvage, se retirant cette fois pendant 2 années entières. Cependant, dans les salons de Versailles et de Paris, des murmures commençaient à circuler. Il était certes fréquent de voir mourir de jeunes hommes en pleine santé. La médecine de l'époque était impuissante face à de nombreux maux. Mais que cela arrive 2 fois à la même femme commençait à éveiller les soupçons. D'autant que la comtesse de Polignac héritait chaque fois d'une fortune considérable, ses époux n'ayant pas eu le temps de lui donner des enfants qui auraient pu prétendre à l'héritage. Quelques esprits chagrins allèrent jusqu'à évoquer la possibilité d'un empoisonnement, mais ces accusations restèrent dans le domaine du chuchotement mondain. Isabelle Charlotte jouissait d'une réputation irréprochable, et rien dans sa conduite ne permettait d'accréditer de tels soupçons. Les autopsies, dans les 2 cas, n'avaient révélé aucune trace de substance toxique, et les médecins avaient confirmé la mort naturelle des 2 époux. Si cette succession de tragédies vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette étrange coïncidence. Car l'histoire de la comtesse de Polignac ne fait que commencer. Et ce que vous allez découvrir maintenant va dépasser tout ce que vous pouvez imaginer.
En 1754, après 3 années de veuvage rigoureux, Isabelle Charlotte de Polignac fit son apparition dans les salons parisiens. À 31 ans, elle avait atteint cette maturité qui donne aux femmes de qualité leur plus grand éclat. 2 mariages, 2 veuvages l'avaient enrichie d'une expérience de la vie qui ajoutait à sa beauté naturelle une profondeur troublante. Sa fortune, considérablement accrue par les héritages successifs, faisait d'elle l'une des femmes les plus riches du royaume. C'est dans ces circonstances qu'elle rencontra Louis-Marie de Beauharnais, comte de Miramion, seigneur de plusieurs domaines en Normandie. Âgé de 42 ans, cet homme était réputé pour sa robuste constitution et sa santé de fer. Ancien colonel du régiment de Picardie, il avait participé aux campagnes du maréchal de Saxe et était revenu couvert de gloire des batailles de Fontenoy et de Raucoux. Grand et vigoureux, il menait une existence active partagée entre la gestion de ses terres et les plaisirs de la chasse. Leur rencontre eut lieu chez la duchesse de Polignac, une parente éloignée d'Isabelle Charlotte, lors d'un souper qui rassemblait l'élite de l'aristocratie française. Le comte de Miramion fut immédiatement séduit par la beauté et l'esprit de la jeune veuve. Celle-ci, de son côté, parut sensible aux hommages de cet homme mûr qui représentait la stabilité après les épreuves qu'elle avait traversées. Leur courtisan dura 6 mois, selon les règles de l'époque. Louis-Marie se montra d'une patience exemplaire, respectant le deuil de sa future épouse et se contentant de visites formelles au château de Fontaine-le-Comte. Il écrivait des lettres enflammées où il déclarait son amour et sa détermination à rendre Isabelle Charlotte heureuse. Ces lettres, d'une passion touchante, circulaient dans les salons où elle faisait l'admiration des dames sensibles aux élans du cœur. Le 3e mariage d'Isabelle Charlotte fut célébré en juin 1755 dans la chapelle du château de Miramion, en Normandie. La cérémonie, moins fastueuse que les précédentes, n'en fut pas moins émouvante. L'évêque d'Évreux bénit cette union que chacun espérait plus durable que les précédentes. Louis-Marie rayonnait de bonheur, et Isabelle Charlotte semblait avoir retrouvé cette sérénité que les épreuves lui avaient fait perdre. Les premiers mois de ce 3e mariage furent marqués par un bonheur apparent. Le couple menait une existence tranquille entre la Normandie et le Poitou, recevant peu, mais jouissant d'une intimité qui semblait les combler. Louis-Marie initiait sa femme au plaisir de la chasse, et celle-ci se révélait une amazone accomplie. Ils parcouraient ensemble les forêts normandes, elle montant une jument alezane qu'il lui avait offerte, lui sur un étalon noir qu'il avait ramené de ses campagnes militaires. Mais au bout de 19 mois, ce délai fatal qui semblait marquer les unions d'Isabelle Charlotte, Louis-Marie de Beauharnais fut à son tour emporté par une maladie foudroyante. Cela se passa au château de Miramion, durant une nuit de janvier particulièrement rigoureuse. Le comte était rentré d'une longue chevauchée dans ses domaines, vérifiant les dégâts causés par une tempête qui avait sévi dans la région. Il se plaignit d'abord d'un grand froid intérieur que les flammes de la cheminée ne parvenaient pas à réchauffer. Puis vinrent les frissons, les nausées, cette faiblesse soudaine qui le cloua au lit. Les symptômes évoluèrent avec la même rapidité que pour ses prédécesseurs. Fièvre intense, délire, difficultés respiratoires. Le médecin local, appelé en urgence, parla d'une fluxion de poitrine aggravée par le froid et l'humidité. Isabelle Charlotte veilla son 3e époux avec la même dévotion que les précédents. Elle ne quitta pas son chevet, lui prodiguant les soins les plus tendres, lui faisant boire les potions prescrites par le médecin, épongeant la sueur qui perlait sur son front. Et comme les 2 fois précédentes, c'est dans ses bras que Louis-Marie de Beauharnais expira au petit matin du 4e jour, murmurant son nom dans un dernier souffle. Cette 3e mort, survenant dans des circonstances si similaires aux précédentes, commença à susciter plus que des murmures dans la société de l'époque. Les gazettes à scandale, ces feuilles qui circulaient sous le manteau dans les cafés parisiens, évoquèrent ouvertement le cas de la veuve noire de Poitou. Des pamphlets anonymes accusèrent Isabelle Charlotte d'être une empoisonneuse qui éliminait ses époux pour s'emparer de leur fortune.
Mais ces accusations restaient dans le domaine de la rumeur et du soupçon. Aucune preuve matérielle ne venait les étayer. Les autopsies, pratiquées chaque fois selon les règles, n'avaient révélé aucune trace de poison. Les médecins attestaient de la mort naturelle des 3 époux, attribuant leurs décès respectifs à des maladies que la science de l'époque ne savait pas soigner efficacement. D'ailleurs, la conduite d'Isabelle Charlotte continuait à être irréprochable. Elle manifestait à chaque fois un chagrin qui semblait sincère, respectait scrupuleusement les règles du deuil, faisait dire des messes pour le repos de l'âme de ses époux défunts. Elle ne cherchait pas à se remarier rapidement, attendant toujours plus de 2 ans avant de convoler de nouveau. Et surtout, elle n'affichait jamais cette joie malséante qui aurait pu trahir des intentions criminelles. Le 3e cercueil de plomb, celui de Louis-Marie de Beauharnais, comte de Miramillon, rejoignit les 2 premiers dans la crypte du château de Fontaine-le-Comte. La comtesse fit graver sur le couvercle une épitaphe émouvante qui témoignait de son amour pour ce 3e époux. Mais déjà, les mauvaises langues faisaient remarquer que cette crypte commençait à ressembler à un cimetière privé où reposaient les victimes d'une femme que certains qualifiaient maintenant ouvertement de Messaline du Poitou. Ces accusations blessaient profondément Isabelle Charlotte, qui se retrouvait progressivement isolée par la société qui l'avait jadis adulée. Ses anciennes amies la fuyaient, craignant d'être associée à ces rumeurs infamantes. Les familles nobles hésitaient à la recevoir, de peur que sa présence ne porte malheur à leurs propres époux. Elle se retrouvait seule dans ses immenses propriétés, avec pour seule compagnie ses domestiques et les souvenirs de ses bonheurs détruits. Le 4e mariage d'Isabelle Charlotte de Polignac fut le plus discret de tous. Célébré en 1758, dans l'intimité de la chapelle privée du château de Fontaine-le-Comte, il unit la comtesse à Philippe-Auguste de Montcalm, marquis de Varennes. Cet homme de 45 ans, veuf lui-même et père de 3 enfants, était réputé pour sa prudence et sa sagesse. Ancien magistrat au Parlement de Bordeaux, il gérait ses biens avec une parcimonie qui lui avait valu une fortune considérable. Le choix de Philippe-Auguste surprit d'autant plus qu'il était l'un des rares prétendants à connaître parfaitement l'histoire matrimoniale d'Isabelle Charlotte. Homme cultivé et rationnel, il avait étudié les circonstances des 3 décès précédents et en avait conclu qu'il s'agissait de coïncidences malheureuses mais explicables. Sa formation juridique l'avait rendu sensible aux preuves tangibles, et l'absence totale d'éléments matériels permettant d'accuser la comtesse l'avait convaincu de son innocence. D'ailleurs, Philippe-Auguste avait pris ses précautions. Il avait exigé qu'un contrat de mariage très précis soit établi, limitant les droits de succession de son épouse sur ses biens propres. Ses enfants du premier lit, devenus majeurs, avaient été associés à ces dispositions et approuvaient le remariage de leur père. Le marquis avait également fait examiner sa santé par plusieurs médecins qui avaient tous attesté de sa robuste constitution. Ces précautions, loin d'offenser Isabelle Charlotte, semblaient au contraire la rassurer. Elle voyait dans cette prudence la preuve que son 4e époux ne l'épousait pas seulement pour sa fortune, mais par un véritable attachement. Philippe-Auguste, de son côté, était tombé sincèrement amoureux de cette femme dont l'intelligence égalait la beauté et dont les malheurs passés éveillaient sa compassion d'homme généreux. Leur mariage fut d'abord très heureux. Philippe-Auguste apportait à Isabelle Charlotte la stabilité émotionnelle dont elle avait besoin après tant d'épreuves. Homme d'expérience, il savait l'écouter, la consoler, lui redonner confiance en l'avenir. Il défendait publiquement sa réputation contre les calomnies, n'hésitant pas à provoquer en duel ceux qui osaient tenir des propos malveillants sur son épouse. Cependant, au bout de 16 mois de mariage, un délai qui se rapprochait dangereusement de la moyenne fatidique, Philippe-Auguste de Montcalm commença à ressentir d'étranges malaises. Cela débuta par des insomnies inexplicables. Cet homme qui dormait habituellement d'un sommeil de plomb se retrouvait aéré dans les couloirs du château, en proie à une agitation qu'il ne s'expliquait pas. Il se plaignait de cauchemars récurrents où il voyait les 3 prédécesseurs d'Isabelle Charlotte l'appeler depuis leur cercueil. Ces troubles du sommeil s'accompagnèrent bientôt de symptômes physiques inquiétants.
Philippe Auguste perdait l'appétit, maigrissait à vue d'œil, se plaignait de douleurs erratiques qui se déplaçaient dans tout son corps. Ses cheveux, encore abondants quelques mois plus tôt, commencèrent à tomber par poignées. Sa peau prit une teinte jaunâtre qui alarmait son entourage. Le marquis consulta les meilleurs médecins de la région, puis ceux de Paris. Tous restaient perplexes devant ces symptômes qui ne correspondaient à aucune maladie connue. Certains évoquaient une mélancolie profonde, d'autres parlaient d'un empoisonnement lent par des substances inconnues. Mais les analyses de sang et d'urine, pratiquées selon les méthodes de l'époque, ne révélaient rien d'anormal. Ce fut son fils aîné, François-Marie de Montcalm, qui émit le premier l'hypothèse terrible que tous redoutaient. Visitant son père au château de Fontaine-le-Comte, il fut frappé par la ressemblance entre l'état du marquis et les descriptions qu'on lui avait faites des derniers jours des précédents époux d'Isabelle Charlotte. Cette même faiblesse progressive, ces mêmes troubles inexpliqués, cette même déchéance physique qui semblait ronger l'homme de l'intérieur. François-Marie prit alors une décision audacieuse. Il installa secrètement dans les appartements paternels un domestique de confiance, chargé d'observer discrètement tout ce qui se passait entre son père et sa belle-mère. Cet espionnage domestique révéla des faits troublants. Isabelle Charlotte préparait personnellement tous les repas de son époux, refusant l'aide des cuisiniers du château sous prétexte que Philippe Auguste avait un estomac délicat. Elle lui faisait boire chaque soir une tisane de sa composition, qu'elle disait bénéfique pour le sommeil. Plus troublant encore, le domestique rapporta avoir vu la comtesse manipuler de petites fioles dans son boudoir privé, y versant des poudres colorées selon un rituel minutieux. Quand il tenta de s'approcher pour examiner ces substances, Isabelle Charlotte les dissimula précipitamment et changea de sujet avec un empressement suspect. Ces révélations plongèrent François-Marie dans un dilemme terrible. Accuser ouvertement sa belle-mère d'empoisonner son père relevait de la haute trahison sociale et risquait de détruire la réputation de sa famille. Mais laisser les choses suivre leur cours revenait peut-être à condamner Philippe Auguste à mort. Il décida de confier ses soupçons à un ami de la famille, le comte de Broglie, ancien officier devenu lieutenant de police à Paris. Le comte de Broglie accepta de mener une enquête discrète. Il fit surveiller les commandes d'apothicaire de la comtesse, interrogea les domestiques sous couvert d'une visite de courtoisie, examina les registres de décès des précédents époux. Mais ces investigations ne révélèrent rien de concluant. Isabelle Charlotte se procurait effectivement diverses substances chez les apothicaires de Poitiers, mais il s'agissait de remèdes courants. Essence de valériane pour les nerfs, poudre de quinquina contre la fièvre, teinture d'opium pour les douleurs. Rien qui puisse constituer un poison mortel. Pendant ce temps, l'état de Philippe Auguste continuait à se dégrader. Il avait maintenant des absences inquiétantes, perdait le fil de ses phrases, ne reconnaissait plus certains de ses proches. Ses mains tremblaient constamment, l'empêchant d'écrire ou même de tenir une tasse. Il accusait parfois Isabelle Charlotte de vouloir l'empoisonner, puis lui demandait pardon en pleurant, affirmant qu'il l'aimait plus que sa propre vie. C'est dans cet état de délabrement physique et mental que Philippe Auguste de Montcalm rendit son dernier souffle par une nuit de décembre 1759. Comme les précédents, il mourut dans les bras de sa femme, qu'il avait veillée sans relâche durant ces derniers jours. Ces dernières paroles, rapportées par les témoins présents, furent un remerciement adressé à Isabelle Charlotte pour l'amour qu'elle lui avait donné. L'autopsie, pratiquée cette fois en présence de François-Marie de Montcalm et du comte de Broglie, révéla des organes profondément altérés, mais aucune trace de poison identifiable. Le chirurgien conclut à une dégénérescence générale de l'organisme, phénomène que la médecine de l'époque ne savait expliquer, mais qu'elle attribuait souvent aux excès ou au grand âge. Philippe Auguste n'avait pourtant que 47 ans et menait une vie réglée. Le 4e cercueil rejoignit les 3 premiers dans la crypte du château de Fontaine-le-Comte. Mais cette fois, l'opinion publique ne se contenta plus de murmures.
Des libelles circulèrent ouvertement dans Paris, accusant la veuve empoisonneuse d'avoir mis au point une méthode d'assassinat si subtile qu'elle échappait à toute détection. Certains évoquaient des poisons venus d'Orient, d'autres parlaient de pratiques de sorcellerie, héritées des anciennes traditions templières, qui hantaient encore le château de Fontaine-le-Comte. François-Marie de Montcalm n'acceptait pas la version officielle de la mort de son père. Rongé par le remords de n'avoir pu le sauver, il entreprit sa propre enquête. Il commença par fouiller minutieusement les appartements qu'occupait Isabelle Charlotte au château de Fontaine-le-Comte, profitant d'une absence de celle-ci pour inspecter chaque recoin de ses pièces privées. Ce qu'il découvrit dans le boudoir secret de la comtesse dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Dissimulé derrière une tapisserie flamande représentant les 4 cavaliers de l'Apocalypse, un détail qui prit une signification sinistre rétrospectivement. Une bibliothèque contenait des ouvrages qui n'avaient rien de commun avec les lectures habituelles d'une dame de qualité. Il y trouva des traités de chimie traduits de l'arabe par les moines de Cluny, des manuscrits sur les propriétés des plantes vénéneuses copiés dans les monastères de Sainte-Foy et de Conques, des recueils de recettes alchimiques provenant des anciennes écoles de médecine de Montpellier et de Salerne. Mais le plus troublant était un ensemble de 3 carnets reliés de cuir noir, fermés par de petites serrures d'argent, écrits de la main même d'Isabelle Charlotte. Ces journaux intimes révélaient une personnalité bien différente de celle que la comtesse montrait au monde. Le premier carnet, daté de 1742, contenait des observations minutieuses sur l'effet de diverses substances sur de petits animaux, souris blanches, lapins, même des chats errants qu'elle attirait dans les communs du château. Chaque expérience était décrite avec un détachement scientifique glaquant, les symptômes notés heure par heure, les dosages calculés au grain près. Le deuxième carnet révélait le passage aux expérimentations humaines. Isabelle Charlotte y décrivait ses premiers essais sur des domestiques malades qu'elle prétendait soigner. Un valet de chambre souffrant de fièvres intermittentes, une lingère atteinte de mélancolie, un jardinier vieillissant aux articulations douloureuses. Tous avaient servi de cobayes involontaires pour tester l'efficacité de ces préparations. Certains étaient morts, officiellement de leur maladie naturelle. D'autres avaient simplement disparu, congédiés selon la version officielle. Mais François-Marie commençait à comprendre leur véritable sort. Le troisième carnet était entièrement consacré à ses époux. Plus terrible encore, ce dernier journal contenait des portraits psychologiques détaillés de ses 4 maris, analysant leurs habitudes, leurs goûts, leurs faiblesses, avec la précision d'un naturaliste étudiant des spécimens rares. Isabelle Charlotte y décrivait avec une minutie chirurgicale la manière dont elle avait gagné la confiance de chacun, les méthodes qu'elle avait employées pour les amener à consommer sans méfiance les préparations qu'elle leur destinait. Pour Charles-Auguste de Montmorency-Laval, elle avait exploité sa passion pour les vins fins, versant ses poisons dans des crus exceptionnels qu'elle prétendait avoir reçus en cadeau de parents italiens. Henri-François de Rohan-Chabot, amateur de thé exotique, avait été empoisonné par des mélanges qu'elle disait rapporter de ses voyages parisiens. Louis-Marie de Beauharnais, qui souffrait d'insomnie depuis ses campagnes militaires, avait accepté avec reconnaissance les tisanes calmantes qu'elle lui préparait chaque soir. Quant à Philippe-Auguste de Montcalm, sa confiance dans les vertus médicinales l'avait rendu particulièrement vulnérable aux remèdes de sa femme. Le journal révélait enfin le véritable mobile de ces crimes en série. Isabelle Charlotte n'agissait pas par cupidité, comme l'avaient cru ses détracteurs, mais par une passion dévorante pour l'expérimentation scientifique doublée d'une mission politique secrète. Élevée dans un milieu où les sciences naturelles étaient considérées comme l'avenir de l'humanité, initiée au mystère de la chimie par des précepteurs jésuites formés dans les universités allemandes, elle avait développé une curiosité morbide pour les limites de la résistance humaine. Mais François-Marie découvrit également, en déchiffrant un code simple basé sur les chiffres romains, des passages encore plus troublants. Isabelle Charlotte y révélait qu'elle menait ses expériences pour le compte d'un mystérieux correspondant qu'elle désignait seulement par les initiales SE.
Ce personnage, qui semblait diriger ses activités depuis l'étranger, lui donnait des instructions précises sur les substances à tester et les résultats à obtenir. Il apparaissait clairement qu'elle faisait partie d'un réseau organisé, utilisant l'empoisonnement comme méthode d'assassinat politique déguisé. Car Isabelle Charlotte avait effectivement mis au point une méthode d'empoisonnement révolutionnaire pour l'époque. Elle n'utilisait pas un poison unique, mais une combinaison de substances apparemment inoffensives qui, administrées selon un protocole précis étalé sur plusieurs mois, provoquaient une dégénérescence progressive de l'organisme mimant parfaitement une maladie naturelle. L'arsenic blanc en dose infinitésimale, le mercure sous forme de cinabre pulvérisé, l'antimoine mélangé à de la poudre de perles, des extraits de digital pourpre, de jusquiam noir et d'aconite napel, savamment dosés et combinés à des plantes médicinales authentiques, créaient un cocktail mortel indétectable par tous les moyens de l'époque. Le journal détaillait également comment elle avait perfectionné sa technique au fil de ses mariages. Le premier époux, Charles-Auguste de Montmorency-Laval, était mort relativement vite, Isabelle Charlotte n'ayant pas encore maîtrisé les dosages et les délais d'administration. Avec Henri-François de Rohan-Chabot, elle avait affiné sa méthode, provoquant une agonie plus longue qui lui permettait d'observer l'évolution des symptômes et d'ajuster ses doses. Louis-Marie de Beauharnais et Philippe-Auguste de Montcalm avaient bénéficié, si l'on peut dire, de toute son expertise, mourant selon un protocole désormais parfaitement maîtrisé qui laissait le temps à la comtesse de jouer parfaitement son rôle d'épouse éplorée. Mais la découverte la plus terrifiante était un plan détaillé pour un 5e mariage. Isabelle Charlotte avait déjà jeté son dévolu sur sa prochaine victime. Le duc Armand Charles de Polignac, cousin éloigné qui possédait d'immenses domaines en Auvergne et entretenait des relations étroites avec la famille royale. Elle avait même commencé à étudier ses habitudes, notant qu'il souffrait de gouttes et serait donc particulièrement réceptif à des remèdes prétendument curatifs. François-Marie de Montcalm se trouvait maintenant face à un dilemme terrible. Les preuves qu'il détenait étaient accablantes, mais comment faire arrêter une femme de ce rang sans déclencher un scandale qui ébranlerait les fondements même de la société aristocratique? Accuser publiquement la comtesse de Polignac d'être une empoisonneuse en série au service d'une puissance étrangère revenait à remettre en question l'honneur de 4 des plus grandes familles du royaume et à révéler les failles de sécurité de l'aristocratie française. Il décida de porter l'affaire devant une instance qui pourrait juger en toute discrétion. La Chambre de l'Arsenal, cette juridiction secrète créée par Richelieu qui traitait les crimes concernant la haute noblesse et les affaires d'État. Mais quand il se présenta avec son dossier dans les bureaux feutrés de cette institution mystérieuse, il découvrit que d'autres l'avaient devancé. Le lieutenant général de police de Paris, Gabriel de Sartine, alerté par le comte de Broglie, menait déjà une enquête approfondie sur les activités de la comtesse. Cette enquête officielle, menée avec les moyens considérables de la police royale, révéla des faits encore plus troublants. Isabelle Charlotte de Polignac n'était pas seulement une empoisonneuse, mais le centre d'un réseau d'espionnage international qui vendait des secrets d'État aux puissances ennemies de la France. Ses salons littéraires, ses relations avec les philosophes des Lumières, ses voyages fréquents entre Paris, Versailles et ses domaines poitevins servaient de couverture parfaite à des activités d'espionnage au profit de l'Angleterre, de la Prusse et surtout de l'Autriche. Les agents de Sartine découvrirent qu'elle entretenait une correspondance chiffrée avec des agents étrangers, utilisant un code basé sur les œuvres de Voltaire qu'elle possédait dans plusieurs éditions différentes. Elle leur transmettait des informations vitales sur les mouvements de troupes françaises, les projets de mariage dans la famille royale, les négociations diplomatiques secrètes, les divisions au sein du gouvernement. Ses époux successifs, tous proches du pouvoir par leur naissance ou leurs fonctions militaires et civiles, lui avaient involontairement fourni l'accès à ces informations stratégiques. Mais le plus stupéfiant fut la découverte de sa véritable identité. Isabelle Charlotte n'était pas française de naissance malgré ses papiers parfaitement en règle.
Les investigations poussées menées par les espions français en Italie révélèrent qu'elle était en réalité Elisabetta Carlotta di Polignano, fille illégitime d'un noble italien au service secret de l'Autriche, Antonio Francesco di Polignano, lui-même agent de l'impératrice Marie-Thérèse. Enlevée à sa famille adoptive à l'âge de 12 ans, elle avait été formée dans un couvent autrichien spécialisé dans la formation d'agents infiltrés, où elle avait appris non seulement les langues, les arts d'agrément et les sciences, mais aussi l'art de l'empoisonnement et les techniques d'espionnage. Envoyée en France à l'âge de 20 ans avec de faux papiers établis par les meilleurs faussaires de Vienne, elle avait pour mission de s'infiltrer dans l'aristocratie française et d'y mener une guerre secrète destinée à affaiblir la puissance militaire et économique du royaume. Sa beauté exceptionnelle, son éducation raffinée et sa fortune apparente, en réalité fournie par les coffres secrets de l'Autriche, en faisaient l'agent parfait pour cette mission de longue durée. Ses mariages successifs et les morts qui s'ensuivaient faisaient partie d'un plan plus vaste destiné à déstabiliser méthodiquement la noblesse française. En éliminant des représentants de grandes familles et en s'emparant de leurs fortunes et de leurs secrets, elle affaiblissait les soutiens traditionnels de la monarchie, tout en enrichissant les coffres de ses véritables maîtres. Chaque veuvage lui permettait également de changer d'identité sociale et d'accéder à de nouveaux cercles d'influence, élargissant progressivement son réseau d'espionnage. Les enquêteurs découvrirent également qu'elle avait formé d'autres agents, principalement des femmes de chambre et des gouvernantes qu'elle plaçait dans les grandes maisons aristocratiques. Ces espionnes domestiques lui rapportaient tous les secrets de leur maître. Correspondances privées, projets familiaux, alliances matrimoniales, difficultés financières. Tout était soigneusement consigné et transmis aux services autrichiens qui pouvaient ainsi anticiper et contrecarrer les initiatives françaises. Le réseau était si bien organisé qu'il avait même infiltré Versailles. Une femme de chambre de Madame de Pompadour, une lingère du Dauphin, un secrétaire du comte de Saint-Florentin. Tous travaillaient indirectement pour Isabelle Charlotte et, à travers elle, pour l'Autriche. Les secrets les plus intimes de la famille royale, les projets de réforme du royaume, les négociations commerciales avec les colonies, tout était espionné et transmis avec une efficacité redoutable. L'arrestation d'Isabelle Charlotte de Polignac fut organisée avec un soin méticuleux par Gabriel de Sartine. Il fallait agir avec la plus grande discrétion pour éviter qu'elle ne s'échappe ou ne détruise les preuves de ses activités. L'opération eut lieu par une nuit de mars 1760, pendant que la comtesse se trouvait seule au château de Fontaine-le-Comte, ses derniers domestiques fidèles ayant été écartés sous divers prétextes. À 3 heures du matin, une trentaine d'exemens de la police royale, dirigés par le commissaire Lenoir, cernèrent silencieusement le château. Ils avaient étudié les plans de la demeure, identifié toutes les issues possibles, prévu les moindres détails de l'interpellation. Quand ils pénétrèrent dans les appartements privés d'Isabelle Charlotte, ils la trouvèrent debout dans son boudoir, encore vêtue d'une robe de soie noire, en train de brûler méthodiquement des documents dans la cheminée. Elle ne manifesta aucune surprise à leur vue. Avec un calme qui impressionna les policiers les plus aguerris, elle éteignit elle-même le feu qui dévorait ses papiers et se tourna vers le noir avec un sourire énigmatique. « Messieurs, dit-elle d'une voix parfaitement maîtrisée, j'imagine que vous venez m'arrêter. Je vous attendais depuis plusieurs jours. » Cette sérénité face à une situation qui aurait dû la terrifier confirma aux enquêteurs qu'ils avaient affaire à une professionnelle de l'espionnage, formée pour toutes les éventualités. Isabelle Charlotte demanda seulement l'autorisation de rassembler quelques effets personnels. Sous la surveillance étroite des exemples, elle choisit quelques robes, des livres de dévotion, ses bijoux les plus précieux. Mais les policiers remarquèrent qu'elle évita soigneusement de toucher à certains objets de son boudoir. Un encrier de vermeil, une boîte à poudre incrustée de nacre, un flacon de parfum au bouchon d'or. L'analyse ultérieure révéla que ces objets contenaient tous des poisons violents, prêts à être utilisés en cas d'urgence, soit contre d'éventuels poursuivants, soit contre elle-même pour éviter les aveux sous la torture.
Le transfert vers Paris se fit dans le plus grand secret. Isabelle Charlotte fut conduite dans une berline aux armes royales, escortée par une garde d'honneur qui avait reçu l'ordre de la traiter avec les égards dus à son rang, tout en ne la perdant jamais de vue. Pendant le voyage, qui dura 3 jours, elle conversa aimablement avec ses geôliers, s'informant de leur famille, de leur carrière, manifestant cette courtoisie naturelle des grandes dames qui impressionna même les plus méfiants d'entre eux. À Paris, elle fut logée dans une cellule spéciale de la Bastille, aménagée pour les prisonniers de qualité. Cette chambre, située dans la tour de la Liberté, était meublée d'un lit à baldaquin, d'une table de chêne, de fauteuils de velours. Elle disposait même d'une petite bibliothèque et du droit de recevoir des visites de son confesseur. Mais cette apparente générosité cachait une surveillance de tous les instants. Les murs étaient percés de Judas invisibles. Ses moindres gestes étaient rapportés. Ses conversations avec le prêtre étaient écoutées par des mouches expertes dissimulées dans les couloirs adjacents. Son procès se déroula à huis clos devant la chambre de l'Arsenal, dans une salle tendue de tapisseries sombres où siégeaient 12 magistrats choisis parmi les plus intègres du royaume. Les débats durèrent 6 semaines, au cours desquels furent entendus plus de 80 témoins. Domestiques du château, apothicaires de Poitiers, marchands parisiens qui lui avaient vendu des substances chimiques, diplomates qu'il avait croisés dans les salons, même des espions français revenus de mission en Autriche. Le procureur général, maître de Fleury, dressa un réquisitoire implacable qui dura 3 jours entiers. Il détailla méthodiquement les crimes d'Isabelle Charlotte: 4 empoisonnements prémédités, haute trahison envers le roi, espionnage au profit de l'ennemi, constitution d'un réseau criminel, corruption de sujets français, usurpation d'identité, faux et usage de faux. Chaque accusation était étayée par des preuves matérielles. Les carnets saisis au château, les lettres chiffrées interceptées par la police, les témoignages concordants des victimes indirectes de ses agissements. Isabelle Charlotte ne nia aucun des faits qui lui étaient reprochés. Interrogée par les juges, elle confirma avec un détachement troublant avoir empoisonné ses 4 époux, avoir espionné pour le compte de l'Autriche, avoir usurpé une identité française, avoir recruté et dirigé un réseau d'agents infiltrés. Sa franchise surprit les magistrats habitués aux dénégations et aux mensonges des accusés. Elle semblait même prendre un plaisir pervers à détailler ses méthodes, expliquant avec une précision scientifique comment elle préparait ses poisons, comment elle gagnait la confiance de ses victimes, comment elle transmettait ses renseignements à ses commanditaires. Mais cette apparente coopération cachait une stratégie habile. Isabelle Charlotte refusa jusqu'au bout de révéler les noms de ses complices français ou les détails de son réseau d'espionnage qui permettrait aux autorités de démanteler entièrement l'organisation. Elle prétendait ne connaître ses contacts qu'under des noms de code, communiquer avec eux par des intermédiaires qu'elle ne pouvait identifier, recevoir ses ordres par des canaux si complexes qu'elle en ignorait elle-même les ramifications complètes. Sa défense fut assurée par maître Nicolas de Sartine, frère du lieutenant de police et l'un des meilleurs avocats criminalistes de Paris. Homme d'honneur qui avait accepté cette charge difficile par respect pour la justice, il plaida avec talent les circonstances particulières de cette affaire. Isabelle Charlotte, argumenta-t-il, avait été enlevée à sa famille italienne alors qu'elle n'était qu'une enfant innocente, formée contre sa volonté dans des institutions qui avaient perverti sa nature originellement bonne pour en faire un instrument au service d'une cause qu'elle ne comprenait pas pleinement. L'avocat s'attacha à démontrer que ces crimes, pour atroces qu'ils fussent, résultaient d'un conditionnement psychologique si profond qu'il en faisait autant une victime qu'une coupable. Il évoqua les méthodes de dressage utilisées dans les couvents-écoles autrichiens où de jeunes filles étaient transformées en machines à tuer par des années d'endoctrinement et de techniques de manipulation mentale inspirées des méthodes jésuites détournées de leurs fins spirituelles. Maître de Sartine fit également valoir que l'accusé avait rendu possible la découverte de tout un réseau d'espionnage qui menaçait la sécurité du royaume. Sans son arrestation et les informations qu'elle avait partiellement fournies, jamais les autorités françaises n'auraient pu identifier et neutraliser une organisation si dangereuse.
Il plaida donc les circonstances atténuantes, demandant que la Cour tienne compte de cette coopération relative dans sa sentence. Mais cette défense habile ne put convaincre des juges confrontés à l'énormité des crimes commis. Le 22 juin 1760, après 3 jours de délibération, Isabelle Charlotte de Polignac fut déclarée coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre elle. La sentence fut prononcée par le président de la Chambre, le comte de Broglie lui-même, d'une voix grave qui résonna sous les voûtes de la salle d'audience. Mort par décapitation pour haute trahison, espionnage et assassinat multiples, confiscation de tous ses biens au profit de la couronne, exposition de sa tête sur la place de Grève comme exemple pour tous les traîtres. Cependant, cette sentence théoriquement sans appel fut immédiatement modifiée par une décision exceptionnelle du roi Louis XV en personne. Informé des détails de l'affaire par un rapport secret de ses ministres, le monarque comprit qu'exécuter publiquement Isabelle Charlotte risquait de révéler l'existence du réseau d'espionnage et d'alerter les autres agents encore en liberté. De plus, la comtesse détenait encore des informations vitales sur les activités autrichiennes en France qu'une mort prématurée rendrait à jamais inaccessible. Le roi commua donc la peine de mort en emprisonnement à vie dans les cachots les plus secrets de la Bastille, avec interdiction formelle à la prisonnière de recevoir la moindre visite autre que celle de son confesseur, lui-même soigneusement choisi parmi les prêtres au service de la police royale. Cette décision fut tenue secrète même des juges, qui avaient prononcé la sentence originale. Isabelle Charlotte fut transférée dans la nuit même de son jugement vers une cellule spécialement aménagée dans les fondations de la Bastille, un cachot dont l'existence n'était connue que de 3 personnes, le roi, le lieutenant de police et le gouverneur de la forteresse. Cette geôle, creusée dans le roc à plus de 10 mètres sous terre, était accessible seulement par un escalier secret, dissimulé derrière une fausse cloison de la bibliothèque du gouverneur. Officiellement, Isabelle Charlotte de Polignac mourut en prison en 1763, emportant ses secrets dans la tombe. Les registres de la Bastille mentionnent sobrement le décès d'une dame de qualité détenue pour affaires d'État, sans autre précision. Son corps aurait été inhumé dans le cimetière des Suppliciés, sans pierre tombale ni inscription, selon l'usage réservé aux traîtres au royaume. Mais selon des sources plus tardives, découvertes seulement après la Révolution dans les archives secrètes de la police royale, Isabelle Charlotte aurait vécu bien plus longtemps que ne l'indiquaient les documents officiels. Elle aurait servi d'informatrice au service secret du roi, révélant peu à peu les détails de l'organisation autrichienne en échange d'un traitement de faveur. Cellules chauffées, nourriture décente, livres et matériel d'écriture pour occuper ses longues journées de captivité. Ces mêmes archives suggèrent qu'elle aurait même continué ses expériences chimiques en prison, travaillant pour le compte des empoisonneurs royaux qui utilisaient ses connaissances pour éliminer discrètement les ennemis de l'État. Plusieurs morts suspectes de diplomates étrangers en visite à Paris porteraient sa signature invisible. Cette progression lente et inexorable qui caractérisait ses méthodes d'empoisonnement. Le château de Fontaine-le-Comte fut confisqué par la couronne dans les heures qui suivirent l'arrestation de sa propriétaire. Une commission royale dirigée par l'intendant du Poitou procéda à l'inventaire méticuleux de tous les biens, découvrant dans les caves et les communs un véritable laboratoire d'alchimistes, alambics, cornues, balances de précision, collection de plantes séchées, fioles contenant des substances inconnues. Tout ce matériel fut saisi et transporté à Paris pour être étudié par les chimistes du roi. Les biens mobiliers d'Isabelle Charlotte furent vendus aux enchères, et le produit de cette vente fut distribué aux familles des victimes selon un arrêt du Conseil d'État. Les Montmorency-Laval reçurent une partie des bijoux et de l'argenterie. Les Rohan-Chabot héritèrent des tapisseries et des meubles précieux. Les Beauharnais et les Montcalm se partagèrent le reste. Mais personne ne voulut habiter le château lui-même, cette demeure marquée par tant de crimes et de souffrances. Pendant 3 ans, le château de Fontaine-le-Comte resta vide, gardé seulement par un concierge qui rapportait d'étranges phénomènes. Bruits inexpliqués dans les couloirs,
Lumière mystérieuse aux fenêtres des anciens appartements de la comtesse, odeur suspecte s'échappant des caves où elle avait pratiqué ses expériences. Ces récits, amplifiés par la superstition populaire, achevèrent de donner au lieu une réputation si sinistre que même les plus hardis refusaient de s'en approcher. En 1765, le roi décida de faire démolir entièrement le château pour effacer cette tâche sur l'honneur de la noblesse française. Les travaux de destruction durèrent 6 mois et furent menés avec un acharnement qui surprit les ouvriers. Non content de raser les bâtiments, on creusa profondément les fondations, on brûla toutes les boiseries, on dispersa les pierres aux 4 vents. L'emplacement fut ensuite labouré et ensemencé, transformé en champ de blé, comme s'il ne s'était jamais rien passé en ces lieux. Seule la crypte connut un sort particulier. Avant la démolition du château, les 4 cercueils de plomb furent exhumés dans le plus grand secret par une équipe de fossoyeurs spécialement choisis. Les corps de Charles-Auguste de Montmorency-Laval, Henri-François de Rohan-Chabot, Louis-Marie de Beauharnais et Philippe-Auguste de Montcalm reçurent enfin des sépultures décentes dans leurs caveaux familiaux respectifs, avec des obsèques discrètes où seuls les proches furent admis. Mais les familles exigèrent que les cercueils fussent ouverts avant l'inhumation définitive, pour vérifier l'état des corps. Cette autopsie tardive révéla des détails troublants. Les 4 cadavres présentaient des traces d'arsenic dans les cheveux et les ongles, confirmant définitivement la culpabilité d'Isabelle Charlotte. Plus troublante encore, tous montrèrent des signes de souffrance extrême. Visages contractés, membres crispés, comme s'ils avaient lutté jusqu'au bout contre une agonie atroce. La crypte elle-même fut comblée avec un mélange de chaux vives et de terre consacrée, puis scellée par une dalle de granit gravée d'une croix et de l'inscription latine « Requiescant in pace », qu'ils reposent en paix. Mais cette dalle fut à son tour recouverte de terre et l'emplacement fut nivelé si parfaitement qu'aucune trace ne subsista de l'ancienne sépulture. Les archives officielles de cette affaire furent scellées sur ordre personnel du roi Louis XV, qui ne voulait pas que ce scandale ternisse à jamais la réputation de la monarchie et de la noblesse française. Tous les documents concernant Isabelle Charlotte de Polignac, procès-verbaux d'interrogatoire, rapports d'enquête, correspondances saisies, témoignages des complices arrêtés, furent transférés dans les archives ultra-secrètes de Versailles, dans des coffres fermés par 3 clés différentes dont chacune était détenue par un ministre du roi. L'ordre fut donné que ces documents ne soient jamais consultés sans l'autorisation expresse du monarque régnant et de ses 2 principaux ministres. Cette mesure exceptionnelle explique pourquoi aucun historien n'a jamais pu étudier cette affaire dans le détail et pourquoi les manuels d'histoire ne mentionnent jamais le nom d'Isabelle Charlotte de Polignac. Sa propre existence fut officiellement effacée de tous les registres. Paroisses, notaires, généalogistes reçurent l'ordre de supprimer toute trace de son passage dans leurs archives. Cependant, des fragments de l'histoire ont survécu malgré ces mesures drastiques. François-Marie de Montcalm, rongé par le remords de n'avoir pu sauver son père et hanté par les révélations de l'enquête, consigna ses souvenirs dans un journal personnel qu'il cacha dans une cachette secrète de son château familial. Ce document ne fut découvert qu'en 1923, lors de travaux de restauration, et son authenticité fut confirmée par des experts en écriture ancienne. Le comte de Broglie, qui avait dirigé l'enquête préliminaire, mentionna discrètement l'affaire dans une lettre à sa sœur, la marquise de Pompadour, à ne pas confondre avec la favorite royale. Cette lettre, conservée dans les archives familiales des Broglie, fut retrouvée au XXe siècle par un descendant passionné de généalogie. Quelques domestiques du château de Fontaine-le-Comte, chassés après l'arrestation de leur maîtresse, transmirent oralement leurs témoignages à leurs descendants, créant une légende locale qui persista malgré tous les efforts d'effacement officiels. Plus troublant encore, le réseau d'espionnage dirigé par Isabelle Charlotte ne fut jamais entièrement démantelé. Malgré les arrestations qui suivirent sa chute, une 12aine d'agents furent appréhendés dans les semaines suivantes. La plupart des complices réussirent à s'échapper ou à disparaître dans la nature.
Certains regagnèrent l'Autriche, d'autres se fondirent dans la population française sous de nouvelles identités. Pendant des années, la police royale continua à traquer ces espions fantômes, sans jamais parvenir à tous les identifier. En 1768, soit 8 ans après l'arrestation d'Isabelle Charlotte, une série de morts suspectes frappa à nouveau l'aristocratie française. 3 nobles influents, un conseiller au Parlement de Paris, un colonel des gardes françaises et un fermier général, moururent dans des circonstances similaires à celles des époux de la comtesse. Les autorités soupçonnèrent immédiatement la main de ces anciens complices, mais aucune preuve ne put être établie. Ces décès cessèrent aussi mystérieusement qu'ils avaient commencé, laissant planer le doute sur la réelle étendue du réseau criminel. La Révolution française de 1789 apporta un éclairage inattendu sur cette affaire. Quand les révolutionnaires prirent d'assaut la Bastille, ils découvrirent dans les archives secrètes de la forteresse des documents partiellement brûlés qui mentionnaient une prisonnière spéciale détenue dans les cachots secrets. Les registres, pour fragmentaires qu'ils fussent, suggéraient qu'Isabelle Charlotte avait effectivement vécu bien au-delà de la date officielle de sa mort, peut-être jusqu'en 1780. Ces révélations posthumes jetèrent un trouble profond dans les esprits. Si la comtesse avait survécu si longtemps en prison, qu'avait-elle révélé à ses geôliers? Quels autres secrets d'État avait-elle négociés contre de meilleures conditions de détention? Et surtout, son réseau d'espionnage avait-il continué à opérer sous sa direction clandestine, même depuis les cachots de la Bastille? Certains historiens de la Révolution émettent aujourd'hui l'hypothèse que l'affaire Polignac aurait contribué à la méfiance croissante du peuple français envers l'aristocratie. Les rumeurs sur les empoisonneuses de Versailles circulaient dans les couches populaires, alimentant la conviction que la noblesse était rongée de l'intérieur par la corruption et la trahison. Marie-Antoinette elle-même fut plus tard accusée d'entretenir des correspondances secrètes avec l'Autriche, écho lointain mais persistant du scandale de la comtesse de Polignac. Car si les preuves documentaires ont été méthodiquement effacées par les autorités royales, la mémoire populaire a gardé le souvenir de la Dame Noire de Fontaine-le-Comte. Dans les villages du Poitou, on raconte encore l'histoire de cette femme belle et terrible qui séduisait les hommes pour mieux les tuer. Les mères mettent en garde leurs filles contre les charmes trompeurs des étrangères trop raffinées, et les pères conseillent à leurs fils de se méfier des veuves fortunées qui papillonnent de mariage en mariage. Ces légendes orales, transmises de génération en génération, ont pris parfois des accents surnaturels que n'avait pas l'histoire originale. Certaines versions parlent d'une femme vampire qui se nourrissait de la vie de ses époux. D'autres évoquent un pacte avec le diable qui lui donnait pouvoir de vie et de mort sur les hommes. Mais sous ces déformations folkloriques, l'essentiel demeure. Le souvenir d'une criminelle exceptionnelle qui avait fait de l'amour et du mariage des armes de guerre. Récemment, des travaux de voirie entrepris près de l'ancien emplacement du château de Fontaine-le-Comte ont mis au jour des fondations de pierre et des fragments de métal qui pourraient être les restes des fameux cercueils de plomb. Une analyse au carbone 14 a confirmé que ces vestiges dataient bien du XVIIIe siècle. Plus troublant encore, des traces d'arsenic et de mercure ont été détectées dans les échantillons de terre prélevés sur le site. Mais les autorités locales ont fait cesser les fouilles, invoquant des raisons administratives et la nécessité de ne pas retarder les travaux de modernisation du réseau routier. Officiellement, rien ne doit rappeler l'existence d'Isabelle Charlotte de Polignac et de ses crimes. Le préfet du département a même fait détruire les quelques pierres gravées retrouvées, sous prétexte qu'elles n'avaient aucune valeur archéologique. Cette volonté persistante d'effacement interroge. Pourquoi, plus de 2 siècles après les faits, les autorités françaises continuent-elles à faire le silence sur cette affaire? S'agit-il simplement de préserver la paix publique, ou existe-t-il encore des secrets si sensibles qu'ils justifient cette omerta officielle? Certains observateurs notent que la famille de Polignac compte encore aujourd'hui des représentants influents dans les cercles du pouvoir français et international.
Pourtant, certains indices troublants subsistent pour qui sait les chercher. Dans les registres paroissiaux de la région poitevine, conservés aux archives départementales, on trouve mention de mariages et de décès qui correspondent exactement aux dates évoquées dans cette histoire. Les actes notariés des XVIIIe et XIXe siècles conservent trace de successions inhabituelles où des veuves héritaient de fortunes considérables en des délais suspicieusement courts. Et dans les archives généalogiques consultables aujourd'hui, des lacunes inexpliquées marquent les lignées de plusieurs grandes familles françaises. Les arbres généalogiques des Montmorency-Laval, des Rohan-Chabot, des Beauharnais et des Montcalm présentent tous des vides étranges dans la période 1740 à 1760, comme si certains noms et certaines alliances avaient été délibérément effacés des mémoires familiales. Plus intriguant encore, des chercheurs en histoire sociale ont récemment mis en évidence une anomalie statistique troublante. Le taux de mortalité des hommes nobles mariés dans la région du Poitou entre 1740 et 1760 est significativement supérieur à la moyenne nationale de l'époque. Cette surmortalité masculine, concentrée sur une période et une zone géographique précise, ne trouve aucune explication dans les données médicales ou climatiques disponibles. Faut-il y voir la trace d'autres crimes similaires perpétrés par des complices d'Isabelle Charlotte qui auraient échappé aux enquêtes officielles? Ou s'agit-il simplement d'une coïncidence statistique amplifiée par la légende? Les archives étant lacunaires et les témoignages oraux sujets à caution, la vérité historique demeure insaisissable. Ce qui est certain, c'est que l'affaire de la comtesse de Polignac illustre parfaitement les failles du système social et politique de l'Ancien Régime. Comment une espionne étrangère avait-elle pu s'infiltrer si facilement dans l'aristocratie française? Comment ces crimes avaient-ils pu passer inaperçus si longtemps? Pourquoi les autorités avaient-elles préféré l'effacement à la vérité? Ces questions, qui se posaient déjà au XVIIIe siècle, résonnent encore aujourd'hui dans une époque où les réseaux d'influence et les secrets d'État continuent de façonner l'histoire en silence. L'histoire d'Isabelle Charlotte de Polignac nous rappelle que derrière la façade brillante des salons et des châteaux se cachaient parfois des réalités plus sombres. L'espionnage, l'empoisonnement, la manipulation des sentiments au service de causes politiques, autant de pratiques que l'on pourrait croire réservées aux romans, mais qui appartiennent bel et bien à l'histoire réelle de l'Europe des Lumières. Alors, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous semble-t-elle crédible? Isabelle Charlotte de Polignac a-t-elle réellement existé? Ou n'est-elle qu'une légende née de l'imagination populaire et des peurs collectives de son époque? Les 7 cercueils, car n'oublions pas qu'elle projetait un 5e mariage qui aurait pu être suivi de 2 autres, ont-ils vraiment reposé dans la crypte de Fontaine-le-Comte ou s'agit-il d'une invention romanesque? Une chose est certaine, dans les méandres de l'histoire française, combien de secrets similaires dorment encore dans des archives scellées ou des mémoires effacées? Combien de crimes parfaits n'ont jamais été élucidés parce que leurs auteurs appartenaient à des milieux trop puissants pour être inquiétés? Combien de femmes et d'hommes ont-ils utilisé leur charme, leur intelligence et leur position sociale pour servir des causes inavouables? La vérité historique est souvent plus trouble que les légendes et parfois plus terrifiante que la fiction. Entre les faits avérés et les rumeurs persistantes, entre les documents officiels et les témoignages oraux, entre la mémoire collective et l'effacement volontaire, se dessine le portrait d'une époque où l'honneur et la trahison, l'amour et la mort, la science et le crime se mêlaient dans un ballet d'une complexité fascinante. L'affaire de la comtesse de Polignac, qu'elle soit réelle ou légendaire, nous interroge sur la nature même de la vérité historique. Dans un monde où l'information peut être manipulée, où les preuves peuvent être détruites, où les témoins peuvent être réduits au silence, comment distinguer le vrai du faux? Comment séparer l'histoire de la légende quand les deux se nourrissent mutuellement et s'entremêlent au fil des siècles? Si cette enquête dans les recoins sombres de l'Ancien Régime vous a fasciné, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent au mystère de l'histoire.
Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Réalité historique cachée par la raison d'État, ou légende urbaine née des peurs et des fantasmes d'une époque troublée. Et surtout, restez attentifs, car l'histoire de France recèle encore bien des secrets que nous nous ferons un plaisir de partager avec vous dans nos prochaines enquêtes.